Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous pour cette première édition du webinaire Altiad. Comme je viens de vous le dire, c'est une première, donc nous comptons sur votre indulgence s'il y a quelques couacs. Je vais maintenant laisser la parole à Laurence, qui sera la modératrice ce soir et qui vous présentera nos trois experts sur le sujet. Bonjour à tous. Vas-y, Laurence. Voilà, ça y est. Vas-y, Voilà. Laurence. Bonjour à tous. Donc, merci de participer à cette première. Parmi les trois intervenants, je vais d'abord présenter Bilal Chouli, qui est doctorant en physique nucléaire et en physique des particules. Donc, en collaboration avec la MIT, il a une formation également financière pour compléter ce beau cursus. C'est également le premier Français à avoir écrit en français une publication, une édition sur la blockchain. Et par ailleurs, il a fondé Neurochain. Et dans ce cadre, ça a été le premier Français à lancer une ICO en France. Et en ce moment, il exerce en tant que quant et est également responsable d'une équipe de recherche. Notre second intervenant est Victor Sadler, qui dispose d'une compétence en gestion de projet dans des domaines variés et de fortes compétences informatiques. Il intervient avec une large communauté de blockchainers. Il est également à l'initiative du projet Blockbond qu'il va vous présenter par la suite. Et pour terminer, nous avons Benoît Sommier, que vous connaissez tous, et qui, parallèlement à son activité de conseil, de dirigeant d'entreprise de conseil, a développé en fait depuis 2017 de nombreux d'autres initiatives et d'autres business, dont notamment Agrobourse 360 et Blockbond, qui utilisent des technologies blockchain. Donc, je donne la parole maintenant à Bilal, qui va commencer la présentation. Parfait, merci Laurence. Je vais partager mon écran. Bam. J'espère que vous voyez tous mon écran. Ça y est. Parfait. Excellent. Donc, bonjour à tous. Merci aussi de participer à ce webinaire sur la blockchain. Effectivement, moi, je suis le fondateur de Neurochain, qui est un protocole blockchain français, mais je suis aussi à la tête d'une équipe qui travaille sur des problématiques data de manière globale, à savoir la blockchain et l'intelligence artificielle. Donc, avant de vous présenter un peu le protocole que j'ai développé et les différentes applications qui tournent autour de ce protocole, mais aussi des autres protocoles existants, une petite introduction à la blockchain. On a tendance à dire que la blockchain, c'est la technologie qui est derrière les crypto-monnaies, mais il faut savoir que c'est deux mondes totalement différents et hermétiques. Voilà. Il ne faut pas confondre blockchain et crypto-monnaie. Ici, dans ce webinaire, on va se focaliser sur la technologie blockchain. Donc, une définition classique de la blockchain, c'est ce que j'appelle une définition fonctionnelle ou technologique. C'est-à-dire que c'est finalement une agrégation de différentes technos qui remontent aux années 70 pour la plupart et qui sont par ailleurs éprouvées, qu'on connaît très bien et qu'on maîtrise parfaitement. Les technos dans le constitutifs sont la cryptographie, les protocoles peer-to-peer et le consensus. Il faut savoir que la cryptographie sert principalement dans le processus de signature et de génération des transactions. Le peer-to-peer permet le broadcasting et la transmission de manière performante des transactions qui sont émises dans le réseau, de manière distribuée. Et le consensus, c'est tout simplement l'algorithme de décision qui permet le processus de validation des transactions et des blocs dans le cadre de la blockchain. Donc finalement, la blockchain,
comme son nom l'indique, c'est une succession de blocs qui sont liés entre eux. C'est-à-dire que, comme vous voyez sur la figure, le bloc 17 est lié au bloc 18, ou l'inverse, le 19 est lié au 18 et le 18 au 17. Ce qui veut dire que si nous souhaitons faire une modification d'une transaction a posteriori, ça va être compliqué parce qu'il faut changer un peu une grande partie de l'historique pour pouvoir tricher ou changer ou faire évoluer une transaction dans la blockchain. Ce qui fait sa robustesse et ce qui fait que la blockchain actuellement est un registre distribué qui permet de générer de la confiance. Donc, il faut savoir aussi que la blockchain n'est pas une base, même si c'est une base de données, mais c'est pas une base de données au sens standard du terme. Pourquoi? Parce que pour des raisons de performance, c'est une base de données des empreintes et des preuves numériques. C'est-à-dire que dans la blockchain, je vais stocker la preuve comme quoi cette transaction a été faite, la preuve comme quoi ce document-là a cette forme-là, est constitué de ces données-là, etc., 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 au travers des artifices de cryptographie tels que le hash du document ou différents types de signatures. Donc voilà, donc il ne faut pas confondre base de données et base de données distribuée pour les preuves numériques. Donc passons à la node-chain. Donc, comme disait Laurence tout à l'heure, oui, j'ai écrit le premier livre en France sur la blockchain en français, et cet ouvrage m'a permis un peu d'identifier les principales limites de cette technologie, à savoir qu'en 2015, il y avait principalement Hyperledger, Bitcoin et un peu d'Ethereum qui commençait à immerger. Et donc, du coup, on a analysé un peu tout ce qui existe, on a identifié les limites et on s'est dit pourquoi ne pas structurer un protocole qui réponde à ces limites-là, et c'est la genèse de NeuroChain. Donc finalement, NeuroChain, le point innovant de NeuroChain est principalement sur le consensus. Donc on a structuré un nouveau type de consensus pour répondre à la problématique de scalabilité, à la problématique temps réel, nombre de transactions qu'on peut traiter dans un laps de temps, et aussi à la problématique sous-jacente qui est la consommation énergétique. Car il faut savoir que les protocoles existants à ce temps-là, c'était principalement de la preuve de travail, et tout le monde sait que la preuve de travail est très consommatrice en énergie. Donc voilà, donc on a développé un nouveau type de protocole qui s'appelle Proof of Involvement and Integrity. En français, c'est preuve d'implication et d'intégrité, qui est basé sur 3 paramètres. Ou score, parce que c'est finalement un scoring des différents participants au réseau blockchain. Le premier score, c'est l'entropie, qui reflète l'activité de chaque participant dans la blockchain. Le deuxième score, l'enthalpie, qui lui reflète la qualité des échanges qu'on a dans la blockchain. À titre d'exemple, pour illustrer l'enthalpie, si je reste dans le cadre de la crypto-monnaie, si j'envoie un bitcoin ou que j'envoie 1000 bitcoins, la valeur de cette transaction n'est pas la même. Et le troisième paramètre est l'intégrité, qui lui juge de comment vous respectez les règles prédéfinies dans le système distribué, à savoir transmettre les blocs, valider les blocs, ne pas alimenter les forks, c'est-à-dire que la coexistence de différents registres en même temps dans la blockchain, etc., etc., etc. Donc cette blockchain nous a permis de répondre à la problématique de scalabilité, car le consensus est purement algorithmique, il n'y a pas besoin de puissance de calcul pour le résoudre. Donc du coup, on peut atteindre de fortes scalabilités, de fortes performances en temps, et tout en garantissant un haut niveau de sécurité. L'avantage aussi de ce protocole est qu'il intègre un processus de scoring, c'est-à-dire que plus vous transactionnez dans le réseau, plus votre score sera élevé, plus vos chances de valider un bloc et du coup de participer à ce process-là et d'être rémunéré est plus élevé. Donc ceci va permettre aussi de créer un cercle vertueux quand on développe des applications blockchain ou applications distribuées. L'idée de ces applications, c'est de transactionner, c'est-à-dire d'échanger de l'information, d'échanger de la valeur dans son réseau. Et le fait d'échanger de la valeur dans ce réseau va nous permettre d'augmenter les différents scores du protocole Proof of Involvement and Integrity, et du coup va nous permettre d'apporter de la confiance dans le réseau et d'être sélectionné pour la validation des transactions. Donc le consensus nous pousse à transactionner dans le réseau, et le fait de transactionner nous permet de valider des transactions dans le réseau. Donc voilà, c'est une sorte de cercle vertueux.
Donc, je vous ai introduit un peu les applications parce que la blockchain finalement est une technologie au service du business. C'est cette vocation qu'on aurait qu'elle est maintenant, mais il faut savoir que c'est une technologie qui n'est pas adaptée à tous les usages, tous les use cases. D'où, avant de se lancer dans un projet blockchain ou une application blockchain, il faut se poser un certain nombre de questions de la pertinence de cette technologie. Ai-je besoin d'une base de données distribuée? Est-ce que j'ai différents acteurs hétérogènes, indépendants que je pourrais lier dans cette application? Après, il y a d'autres questions un peu plus précises. Ai-je besoin d'une blockchain privée? Ai-je besoin d'une blockchain publique? Ai-je besoin d'une blockchain hybride entre les deux? Donc voilà, donc ces questions-là, il faut vraiment se les poser au départ pour vraiment créer de la valeur via l'architecture blockchain pour une application métier ou business. Si je reste dans le cadre de la finance, jusqu'à présent, nous avons un peu exploré ou travaillé pour certaines d'entre elles différentes applications. Les plus connues, c'est évidemment la certification des transactions dans un but purement transactionnel ou bien dans un but de data quality. Voilà, la certification de documentaire aussi, c'est-à-dire que je garantis l'intégrité d'un document au travers le protocole blockchain. C'est ce qui se passe si je prends l'exemple des contrats financiers ou bien tout simplement des contrats notariales, cadastres, etc., etc. Donc le data lineage, ce que j'appellerais aussi de manière un peu vulgaire les pistes d'audit, c'est-à-dire que ça permet d'avoir l'historique d'une transaction ou d'un deal au sein d'une institution financière, du moment où elle soit émise au niveau du front office jusqu'à sa consolidation comptable au niveau du back office. On peut travailler aussi, d'ailleurs, c'est les applications les plus répandues actuellement dans le secteur de la finance, les supply chains financières et le trade finance, parce que ça permet un peu, c'est un métier un peu archaïque et qui se permet de réinventer au travers de la blockchain, car on a différents acteurs hétérogènes et indépendants qui interviennent durant le process. Le KYC digital, effectivement, voilà, on peut digitaliser le KYC et le distribuer de manière avec un fort niveau de confiance. Voilà. Et aussi, effectivement, il y a la digitalisation des produits financiers. Voilà, c'est à la mode en ce moment. Voilà, acheter potentiellement des applications qui sont très porteuses, acheter des actions via la blockchain, ou digitaliser certains produits financiers, comme par exemple l'application dont va parler Victor par la suite. Et enfin, le crowdfunding, c'est-à-dire que lever de l'argent au travers de la blockchain, c'est la seule application vraiment mainstream depuis 3-4 ans, au travers des ICO. Tout le monde a entendu parler des ICO. J'en ai fait une, et je peux vous dire que c'est assez efficace et c'est assez disrupteur. Donc voilà, donc toutes ces applications sont très 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 importantes dans le contexte de la finance. Pourquoi? Parce que ça permet d'apporter de la performance opérationnelle, ça permet de fournir des moyens de paiement ou des moyens de paiement à des populations qui n'ont pas accès au travers de cette technologie-là, parce qu'elle est disruptive, ça permet de réduction des coûts, évidemment, suppression d'intermédiaires, digitalisation, etc. Et ça permet aussi une meilleure gestion des risques, car cela permet d'avoir de la donnée consolidée via ce protocole distribué. Donc voilà, donc une introduction à la blockchain, un exemple de blockchain performante française, et puis les différentes applications qu'on peut faire sur cette blockchain-là. Donc je vais passer la main à Victor, qui va lui vous parler d'une application, les crypto-bonds, voilà, et qui va un peu rentrer dans le détail d'un projet blockchain dans un contexte financier. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bilal. Alors je sais pas si vous imaginez le nombre de concepts. Je pense que tu as le record de la personne qui aborde le plus de concepts à la seconde. Ah, c'est d'une densité. Alors je suis pas. Moi maintenant on va passer au gars qui est au fond de la classe, donc c'est moi. Donc je vais humblement prendre la parole derrière Bilal et partager mon écran et pour vous parler non pas de crypto bonds, mais plutôt de block bonds, parce que crypto bonds, ça fait plutôt référence à l'univers cryptographique et aux crypto-monnaies. Et justement, en ce moment, c'est quand même un sujet de discorde assez violent dans le milieu et des cryptos et de la blockchain. Et nous, on a monté un projet qui se concentre essentiellement sur l'aspect blockchain. Donc en fait la réflexion de départ est une réflexion hétérodoxe, hein. C'est un espèce de mélange des genres.
qui mêle des chefs d'entreprise, des gens qui s'intéressent au business, des gens qui observent aussi l'économie, des économistes, et donc on s'est réunis à 3, et puis quelques développeurs aussi quand même, puisque aujourd'hui je crois qu'on en a besoin plus que jamais, pour s'intéresser à quelque chose qui nous touche directement et pour trouver une solution de financement de l'économie réelle. Quand je parle d'économie réelle, je parle bien sûr principalement des PME, PMI, TPE, TPI qui représentent à peu près 50% de notre PIB. Et effectivement, tous ceux qui sont un petit peu au courant ou qui ont mis les mains dans ce monde-là savent que c'est extrêmement compliqué de trouver du financement auprès des acteurs traditionnels. Donc à partir de ce constat, on a essayé de trouver une solution à ce problème récurrent, et qui est un problème qui, en plus d'être récurrent, c'est un problème qui s'aggrave à travers le temps. Et donc la recette, puisqu'évidemment dans toute, il y a une recette, et la recette qu'on a réussi à concocter, à mettre au point, récupère les éléments suivants. Le premier, c'est la blockchain dans Scalade crédible. Le second, c'est qu'elle utilise le système obligataire traditionnel comme une charnière. Donc, on garde cette structure de système obligataire. Je reviendrai sur les raisons plus tard. Et enfin, il apparaît évident que dans le contexte d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait sur le financement, on sait que ça ne sera pas des fonds bancaires qui seront capables de s'investir directement dans ce type d'investissement. Donc, pour le premier point que j'ai abordé, c'était la blockchain dans Scalade crédible. Alors, pour revenir sur les points que Bilal évoquait tout à l'heure, donc elle permet de stocker de l'information, et cette information, nous, on compte stocker de l'information sur les émetteurs obligataires, suivant 3 axes. Un axe comptable d'abord, pour avoir une vision comptable des émetteurs obligataires éventuels, un axe juridique et un axe analytique. Il y a un élément que j'ai oublié de dire et qui est très important, c'est que comme on s'intéresse au marché des TPE, PME, PMI, on est dans un créneau de financement qui se situe entre 50 000 et 500 000 euros. Voilà. Donc je reviens à mon sujet, le stockage de l'information sur une blockchain qui garantit un haut degré de transparence et de suivi. Alors effectivement, si on concentre avec pertinence les éléments comptables, les cadres juridiques et qu'une certaine analyse pertinente sont croisés à travers la blockchain, ça permet, comme le disait Bilal tout à l'heure, de donner de la confiance. Alors après, je voudrais le système que nous avons mis au point est un système obligataire, et c'est pas pour rien que c'est cette solution qui a été retenue, parce que elle permet d'éviter dans une certaine mesure de diluer la propriété, et elle évite aussi dans une certaine mesure. Après, c'est pas une règle absolue. Les montages complexes qui favorisent des situations de monopole, y compris détournées. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite de ça, adapter ces mécanismes obligataires à l'univers des smart contracts. Donc, qu'est-ce qu'un smart contract? C'est un contrat qui s'indexe sur une blockchain. Et donc, en plus d'avoir l'information stratégique des émetteurs obligataires, on aura aussi le comportement de leurs obligations de manière sous la forme d'un smart contract. Ce qui permet effectivement de suivre en temps réel la distribution des bons, la publication des informations et des arbitrages des litiges. Enfin, le dernier point, et c'est pas des moindres, c'est un sujet sur lequel je conclurai aussi. Nous avons évité dans notre solution les cotations exclusives en monnaie crypto pour les raisons qu'on connaît. On sait que c'est un monde hautement spéculatif. Or, on sait que l'économie réelle a besoin de tout, sauf d'un monde spéculatif. Elle a surtout besoin de stabilité. Donc, c'est un sujet quand même qui a retenu notre attention. Et donc, effectivement, les cotations sont souples. C'est-à-dire qu'en fonction de la situation, on peut adapter le système pour qu'il s'indexe sur une monnaie fiat, sur plusieurs monnaies fiat, sur des choses plus complexes, ou bien même, au pire des cas, si jamais il y a une dégradation dans le réel, sur d'éventuels cryptos qui pourraient prendre le relais.
Alors le dernier point que j'avais évoqué dans mon plan, c'est le financement privé, un financement privé ne faisant pas appel au fonds bancaires. Alors pourquoi? Tout simplement pour une raison de contexte. Hein. Le contexte d'aujourd'hui est difficile et imprévisible. Je pense que même avant la crise du Covid-19, c'était déjà valable si on parle du comportement des marchés, hein, qui ne font que monter. Du comportement des monnaies et du comportement aussi des liquidités, des problèmes de liquidité, si je vous parle par exemple de réserves fractionnaires ou de choses comme ça. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on va être obligé, vu le contexte, de trouver des solutions pour s'adapter à un monde qui est en train de muter et très rapidement. Et évidemment, la suite de cette réflexion, c'est de la possibilité de faire vivre cette solution dans un mode de fonctionnement dégradé de l'économie. Hein, là, je vous fais pas de dessin. Actuellement, il y a effectivement l'hélicoptère à monnaie qui permet de maintenir une situation à peu près stable, mais on sait qu'à court et moyen terme, ça va provoquer de profonds dérèglements dans l'économie. N'ayant pas le don d'ubiquité, je parierais pas de ce qui va se passer. En revanche, au niveau de cet outil, il faut essayer de trouver quelque chose qui soit assez souple pour s'adapter à ce contexte extrêmement dangereux. Et enfin, et ça c'est le dernier point, et c'est peut-être le plus compliqué, c'est de s'inscrire dans un mécanisme d'avenir à même de participer aux nouveaux enjeux qui sont en train de se redéfinir. Voilà. Alors après, je vais conclure par la dernière partie en vous donnant un état du projet pour vous dire où il en est. Alors aujourd'hui, on a déjà le système BlockBonds qui fonctionne sur une blockchain Ethereum. Et les systèmes obligataires sont déjà fonctionnels avec la distribution des bons, le suivi à travers le temps et toutes ces choses-là. L'élément qui nous manque encore et qui est en cours de développement, c'est une plateforme d'échange et d'administration, donc qui devrait voir le jour dans les semaines, voire les mois à venir. Et enfin, je pense qu'effectivement, il y aura une démonstration complète de cette solution d'ici la fin de l'été. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je passe la parole. Je crois que c'est à Benoît, non? Est-ce que Benoît est parmi nous? Oui, j'ai pas entendu ta conclusion, j'ai eu un petit problème de connexion. Je crois que c'est à moi, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, pardon Benoît, je t'avais passé la parole et effectivement, ne te voyant pas venir, oui, tout à fait. Écoute, oui, j'ai conclu en faisant un point de l'état du projet et je te passais la parole pour que tu enchaînes magnifiquement sur AgroBourse. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Écoutez, oui, moi, effectivement, je vais vous parler du projet AgroBourse. Alors, AgroBourse, pour faire le lien un petit peu avec l'activité classique que vous connaissez d'Altiad. En fait, AgroBourse, c'est un projet qu'on a mené au sein d'Altiad et c'est une plateforme de négociation pour les produits agricoles et plutôt orientée auprès des petits producteurs et puis aussi pour résoudre un certain nombre de problèmes plutôt d'approvisionnement sud-sud. Donc, ce sont les équipes d'Altiad qui ont travaillé sur ce projet. Et dans une partie des business cases, on a intégré la technologie blockchain. Alors, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir mon support. Voilà. Alors, avant de vous parler de faire un peu un retour sur un retour d'expérience sur ce projet, je voulais vous parler de la blockchain dans le monde agricole. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que au moment où on a commencé à travailler sur AgroBourse, il y avait déjà au sein du monde agricole des usages qui étaient ressortis, des usages de la blockchain.
Alors, il y en a deux principalement qui nous ont intéressés et qui sont, à mon sens, les deux principaux usages du secteur agricole aujourd'hui. C'est la traçabilité de la supply chain et puis la traçabilité pour les financements internationaux. Alors, la traçabilité de la supply chain, ça répond à une problématique qui est née au sein de la grande distribution et du lien en fait entre la grande distribution et ses fournisseurs. On a tous en tête pas mal de scandales agroalimentaires ces dernières années qui nous ont fait nous poser pas mal de questions en tant que consommateurs sur ce qu'on consommait, d'où ça venait, comment c'était transformé et si ce qu'on avait dans nos assiettes correspondait bien à ce qui pouvait être écrit sur les étiquettes. Donc la grande distribution, pour répondre à cet enjeu, a décidé d'utiliser cette technologie, la blockchain, pour garantir traçabilité et transparence. Elle a fait ça il y a quelques années. Les premières réflexions sur la blockchain, ça vient assez vite après, quelque part, l'invention de la blockchain, puisque les premiers POC, entre guillemets, c'est à peu près 2016. Et puis, alors que ce soit en France ou aux États-Unis, la France n'est pas en retard sur ce sujet-là. Et puis, voilà, depuis quelques années, ça s'est industrialisé. Aujourd'hui, on considère que les pionniers de la traçabilité via la blockchain en France ont déployé cette traçabilité sur une vingtaine de filières. Les pionniers, c'est Carrefour et c'est le groupe Casino qui ont fait ça. Et ce sont des blockchains qui sont plus, on va dire, à parler des registres distribués, les technologies qui sont utilisées, ça se base beaucoup sur un ledger. Bilal, tu en parlais tout à l'heure, et c'est vrai que c'est assez répandu aussi aux États-Unis, puisque Walmart utilise aussi une blockchain sur Hyperledger. Il y a principaux grands consortiums qui sont fournisseurs de la grande distrib sont aussi sur cette technologie-là. Alors, Hyperledger, pour dire rapidement, c'est une blockchain open source, plutôt orientée pour l'entreprise, un petit ou grande. Et un des principaux contributeurs, et ça rassure beaucoup le monde de la grande distribution, le monde industriel, c'est qu'il y a IBM qui est derrière. Alors le deuxième cas d'usage qui est assez important et qu'on date à peu près au même moment, c'est tout ce qui va toucher le trade finance. On l'évoquait tout à l'heure dans la présentation. Le trade finance, c'est une discipline qui est assez ancienne, c'est une discipline qui fait appel à beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de contributeurs sur la chaîne de valeur du trade finance, il y a beaucoup de documents qui sont échangés, il y a beaucoup de certifications qui sont réalisées, il faut aussi valider un certain nombre de tiers, et donc ça prend énormément de temps aujourd'hui pour traiter les lettres de crédit par exemple, et ce manque de réactivité fait que c'est un produit qui est qu'on peut considérer un petit peu en retrait, parce que justement par rapport à un besoin de vitesse qu'il y a sur les échanges internationaux, parfois c'est trop long. Alors du coup, voilà, il y a eu pas mal d'initiatives qui ont été menées, déjà pour valider les acteurs et puis quelque part apporter plus de transparence et de confiance entre les acteurs, puisque c'est quand même une pratique. Il peut y avoir des contreparties qui font défaut, donc ça permet d'en avoir un suivi et une objectivité en tout cas. Et puis ça répond aussi à un besoin de rapidité. Alors c'est vrai pour la partie trade finance, c'est vrai aussi pour la grande distribution. Pour illustrer le propos sur la grande distribution, au début, quand Carrefour a essayé de tracer la supply chain pour un poulet, ils ont mis une quinzaine de jours pour être certains de la provenance du poulet et pouvoir la valider. Après leur projet blockchain, ça prend 2 secondes et demie. Donc, il y a un vrai gain de productivité sur la possibilité de tracer et de valider en fait l'information peut fournir. Alors, au niveau d'Agrobourse, pour rentrer un petit peu dans notre sujet, on a déployé la blockchain uniquement sur la partie supply chain. On l'a pas déployé sur la partie trade finance, et on l'a fait sur un seul business case, qui est le business case du circuit court. On a fait ça avant
pandémie actuelle. Peut-être une nez creux sur le fait d'investir sur ce type de distribution, puisque on parle beaucoup depuis quelques semaines maintenant. Mais du coup, on a nous déployé sur ce business case-là notre blockchain. La technologie qu'on a utilisée, c'est la technologie Hyperledger, qui nous permettrait de pouvoir se connecter plus facilement avec les initiatives qui existent déjà, et puis aussi qui est assez adapté pour une PME. Je reviendrai tout à l'heure sur ce point. On a un certain nombre de nœuds qu'on a définis dans notre blockchain, qui sont les agriculteurs, les sales, les transporteurs et les traders. Et j'ai souligné transporteurs et traders parce que, en pratique, ce sont beaucoup eux qui sont les animateurs de la blockchain, de notre blockchain en tout cas. Et puis, on a une documentation qui est stockée off-chain et on réalise le lien avec la blockchain par la cryptographie et donc par le hachage. Et puis, on a également on a mis en place ce projet-là parce que on attendait un certain nombre de gains. Le gain principal, c'est celui d'avoir une traçabilité qui est disponible et certifiée quasiment en temps réel. Alors ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Nous, les acteurs finaux qui sont adressés par AgroBourse, ça va être beaucoup la grande distribution ou des industriels qui vont transformer les produits agricoles. Pour eux, c'est vrai que l'enjeu est très fort de pouvoir s'appuyer sur des plateformes qui ont cette garantie-là et avec leur possibilité aussi de venir auditer par eux-mêmes l'information qu'on peut leur remettre. Alors, le retour d'expérience que je peux faire sur ce projet blockchain qu'on a mené au sein d'AgroBourse, voilà, je vais vous partager quelque part les 4 questions qu'on s'est posées, les 4 sujets un peu d'achoppement sur lesquels au début on a buté. Alors, on a compris assez vite qu'il y avait quand même un fort enjeu technologique, à la fois choisir la blockchain, mais choisir ce qu'on allait faire dans la blockchain. Donc, il y a toutes ces questions qu'on se pose sur blockchain public, blockchain privé, etc. Et puis, est-ce que véritablement la blockchain apporte quelque chose par rapport à d'autres solutions qui seraient plus centralisées? Alors, je pense que le meilleur révélateur de la pertinence d'un projet blockchain, c'est le problème des généraux byzantins. On en parle souvent pour expliquer la blockchain. Il faut dire en quelques mots, le problème, c'est que plusieurs généraux byzantins doivent assiéger une ville et parmi eux, il y a des traîtres. Et comment faire pour que les généraux qui soient loyaux puissent communiquer de manière certaine entre eux et bien coordonner leurs actions, prendre la ville. Alors, c'est un problème mathématique et il ressort des modèles que pour être certain que les généraux loyaux vont collaborer loyalement, il faut qu'il y ait 2 tiers de loyaux et seulement 1 tiers de traîtres. Et en fait, pour résoudre ce problème de loyauté, de confiance, c'est la cryptographie asymétrique par le jeu clé publique, clé privée, qui permet de le résoudre de façon à ce que les généraux puissent communiquer de manière univoque entre eux. Et donc, la question qui est derrière ça, c'est de savoir, est-ce que je suis dans un environnement où il y a suffisamment peu de confiance pour mettre en place ce type de solution. Alors, c'est vrai que pour la relation entre la grande distribution et les fournisseurs et les producteurs, eh bien oui, on peut considérer qu'il y a cette problématique. Ensuite, il y a la problématique de la maintenabilité dans le temps. Il existe beaucoup de blockchains. Laquelle choisir? Avec quelle confiance avoir dessus pour se dire, dans quelques années, je répète, à tout réécrire. Il y a aussi ce que moi j'appellerais la malléabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que la blockchain qu'on va utiliser permet de faire. Tout à l'heure, Victor, tu évoquais les smart contracts, donc c'est très pratique. Dans Hyperledger, et c'est un peu ça qui est intéressant, c'est qu'il existe des frameworks ou des outils qui sont déjà développés, qui sont utilisables par le secteur agricole. Donc tout ça, ça va jouer
dans le choix technologique. Il y a évidemment la facilité d'intégration avec les bases existantes ou les back-ends qu'on a déjà développés. Le deuxième point d'achoppement qu'on a eu, c'est sur la bonne définition des nœuds. Et c'était très compliqué parce qu'au début, on était parti, c'est de se dire qu'on allait pouvoir faire de la traçabilité depuis le champ, pratiquement depuis la graine qu'on allait mettre et qu'on allait arroser. Alors, c'est une très, très belle idée. Par contre, c'est une très, très belle idée. Puis, dans certaines filières, c'est tout à fait réaliste et c'est réalisé. Mais pour pouvoir l'étendre à tous les produits sur lesquels on travaille, c'est pas simple. Et ça demande, c'est tout bête, mais ça demande en fait une connectivité, puisque un nœud, il faut que ça puisse se connecter, ça puisse faire un minimum de calcul, envoyer une information. Donc la graine toute seule, elle le fait pas. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'appuie sur les devices de notre écosystème. Notre écosystème, qui est un écosystème de petits producteurs, pas forcément de l'Internet of Things partout dans ces champs. Donc il a fallu bien trouver un bon équilibre sur les nœuds. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que beaucoup les transporteurs, les traders qui jouaient ce rôle et qui en pratique sont les nœuds, parce que effectivement, côté grande distribution, côté producteur, qui sont la fin et le début de notre chaîne, c'est moins simple de trouver un nœud objectif. Et puis ensuite, il y a aussi la question de la scalabilité. On l'évoquait tout à l'heure. Oui, il faut que ça puisse fonctionner sur une filière, sur une autre filière. Il faut que ça puisse fonctionner avec plusieurs types d'acteurs. Et donc, il faut trouver le bon équilibre à niveau de la technologie de notre écosystème. Et puis après, alors le troisième point sur lequel on a pas mal cogité, c'est quelle information on met dans la blockchain et quelle information on stocke en dehors de la blockchain. Et là, c'est tout un équilibre à trouver parce que la blockchain, alors même si on est sur une blockchain privée, puisqu'on est sur Hyperledger, quelque part, tous les acteurs de cette blockchain peuvent avoir des informations qui sont dedans. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de garantir la traçabilité. Par contre, il y a parfois des informations qui peuvent toucher la confidentialité ou parfois il y a des informations qui sont trop lourdes à stocker. Et donc, du coup, il faut se poser la question de qu'est-ce que je mets dans la blockchain et le minimum pour qu'elle soit véritablement, pour qu'elle rende son office, et qu'est-ce que je vais stocker à côté. Donc ça, c'est un vrai travail qui demande d'avoir un bon recul en fait sur son business process. Et puis alors le dernier point, et vous avez compris que c'est un élément important, c'est que ça s'accompagne véritablement d'une conduite du changement parce qu'il y a un véritable impact sur les processus qui sont touchés par la blockchain. Alors, l'impact est positif, puisque l'idée, c'est de les améliorer, de les raccourcir, et puis de diminuer les interactions humaines qu'ils peuvent avoir dessus. Mais pour les conduire, il n'y a pas seulement une technologie à mettre en place, il y a aussi un petit peu changer la façon de travailler. Donc, il y a une véritable conduite du changement à mener. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de Carrefour qui passe de 15 jours à 2,5 secondes pour donner la traçabilité de son poulet. Oui, la blockchain joue beaucoup sur cette possibilité-là, mais derrière, ils ont réorganisé l'information dans leur filière et l'information fournie par les acteurs pour pouvoir y parvenir également. Et puis, dans la conduite du changement, il y a aussi quelque chose dans le management un peu interculturel, puisque quand on conduit un projet blockchain, en fait, on a souvent 2 cultures ou 3 cultures qui vont devoir coexister. Alors, c'est ce qui fait un petit peu le sel de ces projets-là, puisqu'aujourd'hui, les gens qui peuvent accompagner sur la blockchain viennent pas forcément du métier qu'on maîtrise, et puis les technologies un peu classiques, de base centralisées, au niveau de nos propres IT, il y a un travail à faire pour que quelque part rentre dans ces logiques de blockchain. Ça c'est pas évident, et ça demande aussi pas mal de formation des acteurs sur la blockchain pour qu'ils puissent véritablement en comprendre les enjeux et collaborer efficacement au projet. Voilà, j'en ai terminé. Je vais rendre la parole à Laurence, je crois. Merci Benoît. Merci à vous trois, surtout Bilal, Victor et Benoît. En fait, on a eu quelques questions. La première question, c'est question de Youssef.
En fait, Bilal a répondu, mais je pense que je vais les partager pour que tout le monde soit. Enfin, ça peut intéresser tout le monde si tout le monde ne regarde pas le chat. Donc, la première question, c'était combien de transactions par bloc y a-t-il? Bilal, je te laisse la parole pour en tout cas compléter ou en tout cas répondre comme Bien tu sûr. l'as fait si bien sur la chaîne YouTube. Merci Laurence. Oui, oui, effectivement, la performance est une question centrale dans ce genre de protocole, notamment quand on s'attaque aux enjeux de scalabilité. Actuellement, les tests, parce qu'on a un protocole qui est live, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui fonctionne actuellement depuis 6-7 mois. On est à plus de 100 millions de blocs déjà validés et en performance. C'est-à-dire que quand on a lancé le protocole, on n'est pas parti directement à forte performance, on a augmenté graduellement les performances pour pouvoir mieux gérer le protocole, etc. Et là, actuellement, on est à quelques milliers de transactions par seconde. Il faut savoir quand on compare aux autres technologies mainstream actuellement, à savoir Bitcoin ou Ethereum, la performance, elle est vachement moindre. Voilà. Bitcoin, c'est quelques centaines de transactions, même moins. Tout dépend de l'activité du réseau par seconde. Voilà, c'est un bloc toutes les 10 minutes. Donc, c'est 10 fois moins. C'est quelques dizaines de transactions par seconde. Et Ethereum, ça doit être dans la même fourchette. Voilà. On atteint parfois quelques centaines de transactions par seconde. Donc, c'est un protocole très performant. Voilà. D'ailleurs, c'est l'enjeu de tout ça. Je vous retrouve dans quelques minutes un tableau comparatif par rapport à ces performances et je partage sur le chat. Je suis en train de le chercher. Merci. Laurence, tu continues? Oui. Donc, la deuxième question portait sur qu'est-ce qu'une ICO? Je sais, Benoît, je te propose de répondre ou Victor, je ne sais pas. Allez, Victor. Comme vous voulez. C'est une manière de. Vas-y, Je suis pas fan. Je saurais pas bien en parler. Benoît, réponds. Je vais prendre la main. Ouais. Donc, ICO, en fait, ça veut dire Initial Coin Offering. Ça a été un petit peu construit sur le mot d'IPO dans l'économie classique, on va dire. Et donc, c'est quand une blockchain se crée, elle va pouvoir créer ce qu'on appelle un token. Donc, le token, c'est un jeton. La traduction française, c'est jeton, qui va être échangé sur cette blockchain-là. Par exemple, le Bitcoin est un token qu'on échange sur la blockchain. L'Ether est un token qu'on échange sur la blockchain Ethereum. Et donc, ce token-là, on va l'échanger contre d'autres valeurs au moment où on va lancer sa blockchain, et d'autres valeurs qui peuvent être soit des monnaies fiat, donc ce sont des monnaies qui ne sont pas des crypto-monnaies, soit des crypto-monnaies ou d'autres crypto. C'est utilisé pour financer les projets blockchain. Donc en gros, comment ça se passe? On a une idée de blockchain, par exemple comme Neurochain. On écrit un livre blanc où on explique ce qu'on souhaite faire avec la blockchain. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir le livre blanc de Neurochain. Donc, je vous invite à le lire, c'est assez pointu. Et donc, sur la base de ce qu'on lit dans ce livre blanc, soi-même, en tant qu'investisseur, je dis soi-même parce que ça peut être n'importe qui qui peut souscrire à une ICO. C'est pas forcément un institutionnel, ça peut être un individu. Et on va décider de donner de l'argent au projet. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on a? On a ces tokens. Alors, l'ICO, c'est comme ça qu'ont démarré les grosses blockchains qu'on connaît. Et les grosses crypto-monnaies. Ça a très bien marché, ça a permis de financer un certain nombre de projets qui sont des projets intéressants. Le problème, c'est que ça a été beaucoup galvaudé. Il y a plein de petits malins qui se sont dit que c'était quand même un moyen génial de se faire beaucoup de blé sur la base simplement de ce qu'on peut mettre sur un livre blanc. Donc, il y a eu pas mal d'ICO qu'on peut qualifier de crapuleuses ou de frauduleuses. Et pas mal d'argent en fait qui sont partis en fumée. Les régulateurs ont commencé à s'intéresser à ce sujet-là. Celui qui est
contraint le plus voilà, les ICO, c'est la SEC, hein, c'est les États-Unis, pour définir ce que c'est qu'un token, ce que c'est qu'une crypto-monnaie, et puis et ce que c'est aussi qu'un security token, hein, puisque ça peut être à la fois des monnaies, mais ça peut être aussi des actions qui sont échangées. Bon, nous, sur Block on a fait le pari de pas. C'est pour ça que Victor disait bah non, faut pas appeler ça un cryptoactif. On s'est un petit peu éloigné de ces logiques d'ICO sur des crypto-monnaies ou sur des security tokens. L'idée étant vraiment d'utiliser plutôt des smart contracts pour objectiver l'information dans la blockchain, plutôt que de s'échanger des jetons qui ont une valeur relative, qui peuvent être extrêmement volatiles. Hein. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. T'entends pas, Laurence? T'as coupé ton micro, Laurence, peut-être? Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc, en fait, c'est une levée de fonds qui est... Enfin, c'est juste un système de levée de fonds pour les crypto-monnaies. Pour faire très, très simple. Je vous propose de passer à la question suivante. Pour Victor, avez-vous besoin d'une autorisation de l'AMF pour mettre sur le marché vos block bonds? Alors oui, et c'est tout à fait. Il est très important j'avais signalé dans la présentation le cadre juridique dans lequel qui devait notamment alimenter les bases d'information des émetteurs d'obligations. Donc il est évident que ce projet vise à être mené dans un cadre légal, et dans ce cadre-là, il est évident aussi que l'AMF est consulté, en tout cas dans notre projet. Il y a des réunions qui ont eu lieu justement pour savoir à quel degré, à quel niveau il fallait s'accorder avec eux pour qu'on s'il fallait ou pas une autorisation. Voilà. Et a priori, oui, il faut bien une autorisation. Alors suivant un secteur assez particulier qui m'échappe, mais je pense que Benoît a la réponse à cette question, puisqu'il était à la réunion avec l'AMF. D'accord. Très rapidement, Benoît. Hein. Oui, alors en fait, il y a plusieurs. Aujourd'hui, avec la loi Pacte, le régulateur français a inclus pas mal de textes sur les crypto-actifs et puis sur la blockchain en général. Et donc, les autorités de régulation, c'est l'AMF et la CPR. Donc, il existe un certain nombre de statuts qui donnent droit réglementairement à intervenir et à jouer un certain nombre de rôles. Donc, effectivement, le projet Block Bonds entre tout à fait dans ces statuts-là. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire lequel on va choisir, lequel on va obtenir, mais en tout cas, oui, c'est un projet sur lequel on a informé, on a eu des réunions d'information avec l'AMF pour présenter. Et puis, de toute façon, AMF et ACPR devront mettre à un moment un tampon. Merci Benoît. Alors, une autre question. Donc, pouvez-vous dire en quelques mots, que pouvez-vous dire en quelques mots sur l'intégrité des blocs si elle n'est pas basée sur les difficultés des POW? Proof of Je work. ne maîtrise pas tout à fait la question. C'est le grand débat, Okay. du proof of work. Ouais, c'est le grand débat du proof. Alors Bilal, je parle sous ton contrôle quand même, parce que bon. C'est tout le débat entre Il a d'ailleurs été abordé par Bilal, mais un petit peu comme une fusée, tu vois, ou une comète qui passerait en orbite. C'est tout le débat entre le proof of work et le proof of stake. Voilà. Alors, comment garantir l'intégrité des blocs si jamais on ne les calcule pas? On sait que le calcul de blocs pose problème pour des questions de consommation. Il y a différentes méthodes qui existent. Et là, pour rentrer finement dedans, Bilal, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différentes alternatives au proof of work finement? Parce que j'ai vraiment pas envie de dire de conneries. En quelques mots, parce qu'il nous reste 8 minutes et faudra peut-être qu'on conclue notre centre de compétences en quelques mots. Merci. La preuve de travail, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que je donne une problématique cryptographique, inversion de hash. C'est très compliqué à inverser, donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de puissance de calcul pour l'inverser. Et le premier à le faire,
C'est lui qui aura le droit de valider le bloc dans le réseau. Ça a l'avantage d'être randomisé, comme on dit, c'est-à-dire que ça a l'avantage d'être aléatoire. On ne sait pas à l'avance qui va valider le bloc. C'est ce qui rend la force de la blockchain. Le proof of stake, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus j'ai de la valeur dans la blockchain, plus j'ai le droit de valider des blocs. C'est-à-dire plus j'ai des tokens. Par exemple, si je reste dans le contexte d'Ethereum, si ça passe en proof of stake, plus j'ai des tokens, plus j'ai d'Ether dans le réseau, plus je suis légitime à valider un bloc. Ça se tient d'ailleurs. Parce que si j'ai plus de valeur dans le réseau, je n'ai pas intérêt à ce que ce réseau-là se casse la figure. Donc voilà. Donc, j'apporte plus de confiance qu'un autre qui n'a aucune légitimité dans le réseau. Les autres alternatives, actuellement, sur le marché, ce qui existe, c'est des variantes du Proof of Stake, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver d'autres choses. C'est-à-dire que Delegated Proof of Stake, etc., même Ethereum est sur une variante. Et n'oubliez pas Neurochain, qui est le Proof of Involvement Integrity, qui est une variante qui, en soi, c'est-à-dire, ce n'est pas de la preuve de travail et ce n'est pas de la preuve d'enjeu, c'est-à-dire que la proof of stake, c'est une autre manière de capter la confiance qu'il y a dans le réseau. Donc voilà. Donc, j'ai partagé dans le white paper normalement que j'ai partagé, dans le lien que j'ai partagé sur YouTube, vous verrez à l'intérieur, il y a des comparatifs comme ça. Si je peux me permettre, juste encore une petite seconde sur ce sujet-là, il faut aussi bien faire attention parce que certains types de proof of stake avaient tendance à recréer des nœuds avec des capitalisations énormes et au fait donc à jouer sur la décentralisation. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des manières plus ou moins fines de jouer ces arbitrages et c'est ce qu'expliquait Bilal précédemment. Tu oublies pas ton micro, Laurence? Comme il nous reste quelques minutes, je vous propose de passer à la conclusion. Yann? Oui. Bon, nous arrivons maintenant au terme du webinaire sur la blockchain et nous espérons que ce nouveau format vous a plu et cela a été une bonne expérience pour vous. Merci encore pour tout le monde de nous avoir rejoints à notre premier centre de compétences de 2020 et nous vous tiendrons au courant des prochains événements d'Altiad et nous espérons vous voir bientôt. Merci beaucoup. Très bien, merci à tous. Beaucoup. Merci à tous et à très bientôt. Et merci à IDView aussi. Au revoir. Et merci à IDView qui a mis en place toute la chaîne et l'outil qu'on utilise pour faire cette conférence. Merci. Excellent.